Hello, good afternoon. Bonjour, chers amis, merci d'être parmi nous. Je m'appelle Daniel Medin et je suis ravi d'être présent avec deux auteurs très intéressants, Georgi Gospodinov et Kapka Kosovova, qui nous rejoignent pour parler du sujet prendre soin du passé face aux ambiguïtés de la mémoire. Comment prendre soin du passé, soigner le passé. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de leurs livres les plus récents que vous trouverez à la librairie à l'étage, en anglais et en français. Je vous encourage à vous procurer un exemplaire et les auteurs seront présents pour dédicacer les livres après la séance. Le livre le plus récent de M. Gospodinov, Le passé du pays en français, est disponible, tout comme L'écho du lac, un voyage de guerre et de paix, guerre et paix à travers les Balkans de Kapka Kosovova. Ces deux œuvres s'occupent des ruptures, mais également des continuités entre le présent et le passé. Et lorsque je dis présent et passé, je parle de présent et de passé individuel, local, dans la famille, mais aussi au sens collectif et politique. Et puisqu'il est question de temps et du passé, Kapka, j'aimerais vous demander de commencer par nous parler un petit peu des origines de ce livre enfin, vous aviez déjà écrit sur votre enfance en Bulgarie, un livre encensé par la critique, Lisière, aborde la question des frontières, des zones frontalières entre la Bulgarie, la Turquie et la Grèce. Comment en êtes-vous arrivé à parler de ces autres types de frontières? Merci, Daniel. Merci de vos paroles aimables. Je suis ravie d'être parmi vous. Ce voyage au lac, a débuté comme la plupart des voyages importants dans l'enfance. Dans l'enfance, avec ma grand-mère macédonienne, même si j'ai grandi en Bulgarie, elle était macédonienne où se trouvent les deux lacs, le lac Ohrid et le lac Prespa. Et elle incarnait pour moi ces lacs. Elle incarnait quelque chose de plus grand qu'elle. Je l'ai ressenti même avant de savoir de quoi il s'agissait, car les enfants sont ont beaucoup d'intuition. Ce qui était pour moi un lac était en fait deux lacs. Et ces deux lacs sont partagés par trois pays, alors que je les croyais en Macédoine. Là encore, je me suis trouvée face à des frontières. Après mon livre Lisière, dans lequel je parle de cette triple frontière, j'ai eu besoin d'aller chercher l'absence de limites et non pas les frontières, les limites, en passant par le paysage, mais aussi l'héritage de mes ancêtres. Et donc, je suis retournée au lac de ma grand-mère, le lac Ohrid. Et c'était un voyage qui m'attendait depuis longtemps, qui m'attendait depuis mon enfance. C'était un voyage difficile. Je pense que c'est toujours difficile de se trouver face à ses ancêtres. Et ce qui m'a permis de le faire, c'était le paysage. C'était la porte d'entrée. Le paysage du lac et l'arrière-pays qui était un accès à cet héritage pour moi. Donc voilà le point de départ. Ma grand-mère, qui est décédée jeune, j'étais encore enfant au moment de son décès, et je suis donc retournée à mon lac maternel ou grand-maternel, et je savais qu'il y avait tout un arrière-pays aussi d'histoire familiale et d'autres types d'histoires. Et d'ailleurs, le deuxième lac, vous savez,
Ces deux lacs sont séparés par une montagne calcaire, mais sont reliés par des rivières souterraines qui apparemment est le seul écosystème de son type en Europe et en Asie. Et c'est très symbolique à bien des égards, symbolique de l'histoire humaine et de l'expérience humaine dans cette région. Donc, pour situer ces lacs, ils se trouvent dans le sud-ouest des Balkans, tandis que Lisière était centrée sur le sud-est des Balkans. Donc, c'est une seule et même région, mais c'est une grande région. La nature même de cette frontière se trouve dans les lacs eux-mêmes. Avant, il y avait une frontière terrestre. Et ce qui est intéressant ici dans votre livre, c'est que la frontière est invisible parce qu'elle passe au milieu du lac. Mais la différence entre ces deux territoires peut peut-être être perçue depuis un satellite, mais dans l'expérience des personnes qui y vivent, la frontière est invisible physiquement, mais se manifeste par d'autres phénomènes. Oui, je crois que à Genève, vous avez une telle frontière au milieu du lac. C'est artificiel et cela ne prend forme que lorsque l'action humaine s'en mêle. Dans le lac, je passe plusieurs fois la frontière en bateau. En arrivant au milieu du lac Ohrid ou du lac Prespa, d'un côté ou en partant d'un côté et de l'autre, et en trouvant que personne ne veut franchir cette frontière car ils sont toujours dans un état de traumatisme collectif, tandis que la frontière n'a plus vraiment lieu d'être. Enfin, si elle a lieu d'être, elle a une connotation négative. La Macédoine et l'Albanie étant l'un des pays qui partagent ce lac avec la Grèce, accueillit une partie du rideau de fer du côté de la Yougoslavie, et cela pendant un demi-siècle. Donc, une frontière lacustre est rarifiée. Toute l'expérience des frontières est portée à un autre niveau. J'ai été préoccupée aussi par l'histoire de ma famille et liée au lac. Et les lacs, avec leur géographie, m'ont vite fait de me faire comprendre que le livre ne pouvait pas être biographique, ce ne pouvait pas être mes mémoires, mais plutôt un livre sur les lacs. Et lorsque j'ai commencé à recueillir les histoires des habitants des lacs, j'ai rapidement compris que les frontières et la guerre vont de pair et font partie intégrante de la vie des gens. D'où le sous-titre ou la deuxième partie du titre. En ce qui concerne le passé, Georgi, la thèse de votre livre, qui est très ludique et très amusante, et l'idée de traiter l'Alzheimer en immergeant les patients dans un environnement qui existait au passé et qui leur est familier. S'ils ont grandi pendant les années 40, 50 ou 60, on peut recréer cet environnement et ils seront plus à l'aise. Cette notion gagne du terrain et devient très attrayant, même pour des personnes qui ne souffrent pas d'Alzheimer. Donc, c'est un abritant, comme vous le dites dans votre livre, un temps qui a été préservé et qui est mis à la disposition des personnes. Je ne peux m'empêcher de me demander, parce que votre roman a bien d'autres sujets également, si vous avez commencé avec cette idée-là, si c'était possible de le faire
si c'était possible de recréer le passé. Merci, Daniel. Et tout d'abord, permettez-moi de remercier la Fondation Jan Michalski et vous tous. Ce lieu a une importance très personnelle pour moi. En 2016, j'ai reçu le prix Michalski. C'était le premier prix international que j'ai reçu et je n'oublierai jamais donc la Fondation pour cette raison-là. L'idée des cliniques du passé, idée mise en avant par Ghostin, le personnage principal, m'est venue il y a peut-être 15 ans. Je l'ai retrouvé dans mes carnets. Et je peux montrer, je viens de montrer à Kaka ces notes que j'ai reproduites de mon carnet. Donc l'idée n'est pas récente. Mais en 2019, j'ai commencé à écrire le roman et j'étais pressée de le terminer. J'étais à Zurich. Et si j'étais pressée, c'est parce que il y avait un sentiment d'angoisse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il s'est passé quelque chose après 2016. C'est d'ailleurs un épigraphe dans mon livre. Virginia Woolf a dit, c'est une phrase célèbre, en décembre 1910, quelque chose a changé dans la nature humaine. En décembre 1910. Et moi, je crois qu'il s'est produit quelque chose en 2016 ou après. Donc, il y avait une certaine énergie d'angoisse en Bulgarie, mais également en Europe et dans le reste du monde. C'était lié au retour du passé. J'appelle cela le virus du passé, la pandémie du passé. Je ne m'attendais pas du tout à la pandémie de COVID, qui est arrivée bien plus tard. Donc, c'était cette idée que le passé revient très vite et que certains hommes politiques voudraient nous vendre leur version du passé. Je les appelle les marchands du passé. C'est le marché noir du passé. Et voilà pourquoi j'ai voulu écrire ce roman sur le monstre discret du passé, le monstre discret de la nostalgie. Et donc, j'ai terminé d'écrire ce roman ici en 2019. Il a été publié la première semaine du confinement en Bulgarie. Donc, c'était dans la droite ligne de ce qui se passait à l'époque, de l'actualité de l'époque. J'avais très envie d'écrire sur ce lien qui peut sembler paradoxal entre la perte de mémoire et la submersion par le passé. Moins vous avez de mémoire, plus vous vivez et vous êtes submergé par le passé. C'était cela l'origine du livre. Et en politique, cela s'exprime par de faux souvenirs. Vous parlez d'ersatz mémoire. Ersatz de mémoire. Oui, c'est exactement cela. Comme le souvenir ou les mémoires qui peuvent être reproduites par les imprimantes en 3D. Il s'agit de savoir comment nous abordons, comment nous percevons le passé. Est-ce que c'est une réflexion approfondie pour essayer de comprendre ou, ce qui me fait un peu plus peur, simplement opérer une reconstitution du passé, qui est tout à fait autre chose. La reconstitution, c'est une forme de fiction, n'est-ce pas? Oui, oui, mais dans la réalité, ça peut être très dangereux. Le roman est empreint d'humour sérieux, avec à certains moments des reconstitutions historiques qui sont très dangereuses. Par exemple, la reconstitution de l'assassinat de Franz Ferdinand. Ce qui vous donne l'occasion de dire, c'est la Première Guerre mondiale.
Et ce n'est pas le seul moment du livre où des événements historiques réels de l'histoire bulgare ou l'histoire européenne avec une réinvention ou une participation dans une fiction collective du passé, des événements du passé qui a bien entendu des conséquences pour le présent. Oui, parce que dans la deuxième partie du roman, la partie qu'on pourrait appeler plus politique, les pays européens décident d'organiser des référendums du passé. Chaque pays appelle ses citoyens à voter pour choisir la décennie du XXe siècle qui était la plus heureuse. Et cette partie était difficile à écrire. J'ai dû étudier l'histoire des différents pays, consulter mes amis dans les autres pays en leur demandant quelle a été la décennie la plus heureuse en Suède, par exemple. Vous connaissez bien les référendums ici en Suisse. Quelle décennie choisirait votre pays? Bon, je ne vais pas... Enfin, je peux vous spoiler ce que les pays scandinaves ont choisi, c'était les années 70. Donc, la manière dont nous opérons ces choix est très intéressante. Ces choix ne sont pas uniquement basés sur des facteurs économiques ou politiques, mais parfois par des petits détails irrationnels. La culture populaire a également son importance. Oui, voilà. Ça, c'est la deuxième partie du roman qui était très difficile à écrire. Mais vous avez dû vous amuser. J'ai l'impression que vous vous êtes amusé. On peut être curieux sur la Suisse. Quelle décennie a choisi la Suisse? Parce que la Suisse est connue comme pays neutre. La Suisse ne prend pas de décision. Voilà. Un référendum pour une décision définitive comme ça en Suisse, c'est un peu difficile à imaginer. J'aimerais revenir au lac pendant quelques instants, et moins sur le contenu que sur la forme. Je ne connais pas bien la Macédoine, encore moins la Macédoine du Nord, la région que vous décrivez dans votre livre. Et je trouve qu'il est remarquable que la seule orientation visuelle qui est présentée au lecteur, ce sont les deux cartes qui figurent au début du livre, avant le texte. Tout le reste est description. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de photos. On imagine les monastères sculptés dans la roche, mais j'ai pour choix mon cerveau ou Wikipédia. Il n'y a pas de photos. Alors, comment avez-vous trouvé la manière d'aborder votre histoire personnelle, la tyrannie des ancêtres, avec votre grand-mère et plus généralement la région des Balkans, mais aussi la géologie et les paysages? Je me disais qu'il était difficile de recréer et de faire cette analyse avec uniquement les mots. Quelle jolie manière d'exprimer la nature de l'écriture expérientielle, basée sur l'expérience, basée sur un parcours personnel plutôt qu'autre chose. Et cette expérience est également sensorielle. Il s'agit de vivre dans un lieu, expérimenter cette vie, vivre avec les habitants pour ensuite formuler des idées. Donc, je dirais que l'écriture fondée sur l'expérience, c'est le contraire de l'écriture académique qui est entièrement basée sur des idées ou des concepts.
Donc, j'ai rencontré les lacs en personne. Et pour moi, il était clair que tout allait découler de cette rencontre. J'avais déjà beaucoup de thèmes familiaux que je voulais aborder. Et puisque je suis surtout un écrivain psychologique, tout pour moi commence avec la psychologie ou les émotions. Il faut qu'il y ait une impulsion, voire une pulsion, quelque chose qui me semble urgent pour que je commence à écrire. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les événements de 2016. Il s'est passé quelque chose qui a créé une angoisse. Nous, écrivains, je ne sais pas pourquoi, nous semblons être très en contact avec l'avant et l'après d'événements qui, en fait, sont en gestation depuis longtemps. Et ensuite, il y a l'après qui peut durer aussi longtemps. J'ai toujours eu le sentiment, et c'est peut-être en raison de mes racines, ma famille, ma culture et aussi pour des raisons personnelles, j'ai toujours eu l'impression de vivre la période de l'après et parfois la période d'avant. Donc, je vis constamment avec des prémonitions ou un sentiment de devoir traiter une période après un événement. Donc, mon approche au lac était principalement sensorielle, ensuite psycho-émotionnelle. Les lacs, ces deux lacs ont leur propre langage. Il y a des lieux comme cela. Lors d'une de mes premières visites, j'ai rencontré un jeune moine. Il y a beaucoup de monastères à flanc de collines dans la roche. Au Moyen Âge, on appelait cette région le Jérusalem des Balkans. Et le lac Ohrid avait peut-être jusqu'à 365 églises, une église pour chaque jour de l'année. Plus tard, certaines églises ont été converties en mosquées avec l'arrivée des Ottomans. Et nous voyons encore des traces de l'héritage ottoman. C'est très intéressant et j'ai pu rencontrer les habitants de la région qui m'en ont parlé. L'histoire du soufisme, l'islam mystique survit encore dans les Balkans et je ne savais pas du tout que sur les rives du lac Ohrid, il reste encore une loge soufie où il existe encore des derviches tourneurs, dont certains sont des femmes. Je ne le savais pas du tout. Ce n'est pas une connaissance très répandue. Et les lacs regorgent d'histoires humaines fabuleuses qui sont liées à l'histoire vraiment épique de la région. Et oui, tout a commencé par l'idée de capter l'énergie très particulière du lac Ohrid. Ce jeune moine que j'ai rencontré m'a dit « Où est enterrée votre grand-mère ?» J'ai dit « Elle n'est pas enterrée ici, mais à Sofia. » Il a dit « Ah, peu importe, parce que son âme reviendra ici. » Lac Ohrid est un lieu où les âmes se rassemblent. Et il avait raison. Quand il me l'a dit, je me suis dit que c'était une métaphore un peu farfelue, mais après avoir passé du temps dans les villages autour du lac, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Il y a un rassemblement d'âmes, un rassemblement d'histoires. Il y a dans mon livre un chapitre qui parle du soufisme et des quelques personnes qui vivent encore, qui survivent encore et qui ont des connaissances de cette tradition de l'islam mystique et ces idées d'extase, les notions d'art, de raffinement des sens, l'idée de l'expérience de la réalité à tous les niveaux possibles. Donc, tout a commencé grâce à mes rencontres avec les habitants de la région. C'est là où le livre a pris forme et vie. Ce sont les lacs qui ont dicté la forme et le format du livre.
avec vos récits, avec les histoires que vous racontez, avec votre itinérance, il y a les épigraphes. Vous citez Thoreau, qui dit un lac est la caractéristique la plus expressive du paysage qui permet de mesurer la profondeur de sa propre nature. Et donc, l'interaction avec l'environnement est déjà prévue dans ce passage. Georgi, une question sur la forme. Si vous n'avez pas eu le plaisir de lire les romans de Georgi, permettez-moi de vous dire que vous n'allez pas y rencontrer un genre réaliste au sens strict, avec une intrigue qui aurait un début, un milieu et une fin, avec des personnages en 3 dimensions. Vous écrivez ce que l'on peut appeler la métafiction, qui est très ludique, mais ce qui est inhérent dans votre fiction, c'est un rejet complet de certaines formes de ce que nous appelons storytelling en anglais. Pourquoi cette approche? Pourquoi elle vous plaît dans ce cas et en général? Ça ne pourrait pas être différent. En effet, il s'agit d'un roman qui porte sur la perte de mémoire. Même le narrateur, à la fin du roman, perd la mémoire. C'est la raison pour laquelle on ne pourrait pas avoir un roman linéaire avec un début, un milieu et une fin. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison à cela, c'est que moi et Kafka, on provient d'une tradition avec une littérature monumentale. On a une grande tradition socialiste du roman qui décrit tout logiquement, idéologiquement. Donc tous mes romans, il n'y en a que 3, disposent ce type de structure, une structure un petit peu fragmentée. En effet, je pense que c'est plus proche de notre manière de penser. On ne vit pas dans un seul genre littéraire. On ne réfléchit pas comme des trains qui voyagent du point A au point B. Nos histoires ne sont pas comme ça. Elles ne l'ont jamais été. Et puis la troisième raison, c'est peut-être que je proviens d'une tradition de récits oraux. Je vivais avec mes grands-parents et eux me racontaient des histoires qui ressemblaient à des dédales. On commençait à parler de quelque chose, on s'arrêtait, ça suscitait une nouvelle histoire, on revenait à l'histoire initiale. C'est un petit peu comme Scheherazade et les Mille et une nuits. C'est une forme ancienne de narration. Et puis, c'est peut-être la dernière raison qui explique la structure non linéaire du roman, c'est que par le passé, dans nos mémoires, le temps ne s'écoule pas de manière unidirectionnelle. Lorsque l'on est dans le passé, le temps suit d'autres principes physiques. C'est amusant car j'ai l'impression que c'est une autre version de l'écriture expérientielle. Vous créez une forme qui ressemble à votre propre expérience. Moi, j'aimerais intervenir à ce stade car j'ai bien aimé ce que tu as dit. Vous avez parlé de tradition de littérature monumentale. On a des versions monoculturelles de l'histoire notamment nationale. C'est quelque chose que j'ai déjà rencontré. Alors comment est-ce que collectivement on se souvient, comment est-ce que l'on nous encourage à nous souvenir du passé en tant que nation, en tant que famille?
Et je me suis rendu compte par le biais des lacs que les nations sont de grandes familles. Les principes psychologiques qui interviennent dans les familles interviennent aussi à plus grande échelle au niveau des nations. Et j'ai l'impression que ce nettoyage, cet élagage du passé est très dangereux. On s'en rend compte dans l'histoire nationale des Balkans, notamment. L'histoire nationale des différentes nations des Balkans est racontée, comment on l'enseigne aux enfants, qu'est-ce qui est intégré, qu'est-ce qui ne l'y est pas, qu'est-ce qui en est absent, qu'est-ce qui est élagué. Pour moi, c'est un parallèle écologique. Dans un endroit qui a subi une certaine dévastation écologique, des rivières sont transformées en canaux. C'est la même chose avec la mémoire, avec l'histoire, avec le souvenir. Il y a une espèce de monomanie qui est une forme de folie. On ne se rend même pas compte à quel point cela nous envahit de différents endroits. Bon, moi je dirais que le passé, c'est quelque chose de personnel. C'est pour ça que c'est très divers. On ne peut pas faire du passé un canal. Le passé, c'est une rivière, un labyrinthe, un dédale. Et parce qu'on provient d'une certaine idéologie qui a essayé, et ce n'est pas seulement les idéologies communistes qui souhaitent avoir une seule version du passé, une version nationale du passé, une mémoire nationale, elles se fondent là-dessus. Et lorsque l'on a son propre passé personnel, lorsqu'on essaie de le raconter, il ne s'inscrit pas forcément dans le cadre principal de cette mémoire collective nationale. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de raconter nos propres histoires personnelles, que l'on raconte ce qui s'est passé d'une perspective personnelle. C'est un petit peu subversif. Oui, c'est un petit peu comme l'industrialisation. C'est une approche industrielle de l'histoire. Oui, c'est l'industrialisation du passé, absolument, par rapport à une approche plus naturelle du déroulement des événements. Pour continuer dans cette même veine, car je pense que c'est au cœur de ce que Georgi et moi, on essaie de faire, il y a cette approche intuitive. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence que l'on écrive comme on le fait, alors que l'on provient de la culture qui nous a vu grandir. Il y a cette impulsion, on veut faire entendre ce qui n'a pas encore été entendu, faire entendre les voix qui ont été oubliées, trouver ce qui n'a pas de place dans l'histoire officielle parce qu'elles ont été opprimées, passées sous silence, industrialisées. C'est une catastrophe écologique d'avoir ce type de version de l'histoire. Le passé n'est pas encore passé dans une telle culture. On a grandement besoin d'une expression individuelle de ces courants, de ces récits monolithiques qui nous écrasent, de ces récits monumentaux. Bon, vous avez déjà évoqué tous les deux les dangers politiques de ces récits monolithiques qui réduisent les histoires individuelles complexes à un seul schéma un petit peu industriel. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment l'écriture peut servir. Czesław Miłosz a parlé de mission de sauvetage de l'écriture. Il y a cette possibilité de préserver cela, les récits individuels, le dédale de récits individuels. Les individus
qui apparaissent dans l'écho du lac sont pour la plupart des lecteurs du public invisible. Leurs histoires sont pour la plupart inaudibles. Ils ne font pas partie du récit de ce qu'est la vie en Europe à l'heure actuelle. Donc il y a cette urgence dans vos interactions. Il y a peut-être une recherche individuelle à ses origines, mais il y a également le besoin de faire entendre ces voix et ces récits qui ne s'inscrivent pas dans une harmonie de l'ensemble. Il s'agit de les préserver en les documentant d'une certaine manière. Alors, mon objectif, ce n'est pas forcément de documenter les choses, même si on peut le voir comme ça. Mon but, c'est de me rapprocher de la vérité, de l'histoire de ces familles, de ma famille, la nature de la souffrance humaine. C'est vraiment ce qui est au cœur de ce que je fais. S'il y a quelque chose qui est mon moteur, c'est cette question désespérée que je me pose depuis le début, dans le premier chapitre du livre, qui résume l'histoire de ma famille, notamment la ligne des femmes. Il s'agit de transmission de la souffrance. C'est ce que font les familles. Elles transmettent un bagage et j'en ai marre de ces souffrances compulsives. Revenir au lac, c'était une tentative de me libérer de la tyrannie, de cette souffrance en héritage. Je suis ravie qu'au Balkan, après avoir passé du temps dans cette région, cette souffrance qui vient des versions monolithiques de l'histoire est perpétuée. Elle se perpétue culturellement. C'est vraiment un écosystème. C'est un écosystème d'histoire, de voix. Il y a quelques thèmes qui émergent de la tyrannie, le fait que l'on s'échappe de la tyrannie, que l'on essaie de s'en transcender, les familles, les individus qui ont eu des expériences absolument incroyables et qui m'ont beaucoup appris. Il me semble que les lecteurs aussi. Le lac, c'est un miroir. Elle renvoie tout un tas d'images en miroir. J'espère que le livre est aussi un miroir pour les lecteurs, quelle que soit leur culture. C'est un espace sûr dans lequel on peut envisager des questions dangereuses. Et qui sommes-nous, par exemple? C'est intéressant. C'est peut-être moins une question, mais c'est quelque chose qui me préoccupe depuis un certain temps. J'ai eu une conversation avec un auteur du Rwanda qui était là l'an dernier. On a parlé du trauma, de la question du traumatisme intergénérationnel. Si souffrir à un moment dans son histoire, c'est quelque chose qui peut être hérité par la génération suivante. Ça apparaît un petit peu dans votre livre au début. Il y a l'histoire de la famille, le malheur, la mélancolie. Comment est-ce que ce genre de choses est transmis d'une génération à la suivante? Comment est-ce que cela peut se manifester? Et puis, il y a l'exemple que vous venez de citer, celui qui est historiquement dangereux. Il y a les souffrances historiques, la victimisation imaginaire et comment cela se renouvelle d'une génération à l'autre. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment une question. C'est quelque chose que l'on perçoit sans que le livre y réponde. Oui, c'est une question que j'explore, à laquelle je suis confrontée de manière répétée. Je rencontrais les gens pour écouter leur histoire. C'est ce que j'adore faire. C'est vraiment mon passe-temps préféré. Et j'essaie de voir comment leurs histoires étaient le miroir de l'histoire de ma famille. Il y a un chapitre à la fin du livre, Le Hurlement.
Je me rends du côté grec du lac Prespa avec un ami dont les grands-parents sont macédoniens. Ils proviennent de tous les coins de la Macédoine. Et dans ce chapitre, alors que je voyage d'habitude seule, je voyage avec lui et on se rend dans des endroits qui ont été dévastés par la guerre civile grecque. Et à ce jour, ces régions restent dévastées. Et on revisite un petit peu l'héritage de la guerre civile grecque qui est un événement qui ne fait pas partie de l'histoire européenne telle qu'on la connaît généralement. Pourtant, la guerre civile grecque a été l'une des premières guerres qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et qui caractérise la guerre froide. On le ressent encore dans ces villes, dans ces villages qui ont été complètement détruits. Nick, mon ami, est le produit de cette guerre et de l'après-guerre et des migrations qu'elle a provoquées. Or, nos histoires se reflètent l'une l'autre. C'est peut-être le chapitre où j'ai ressenti que j'arrivais à une espèce de, je ne sais pas, à une espèce de compréhension de ce cercle vicieux de souffrance, de doléances. Comment cela, ça peut être interrompu? C'est un espèce de processus alchimique. Il faut lancer une transformation à un moment ou à un autre, l'initier, l'impulser. Et il me semble que cette transformation n'est possible que si l'on comprend profondément et si l'on se confronte avec la douleur que l'on porte en nous. On porte tous en nous des souffrances qui ne sont pas digérées, qui sont historiques. Il y a un moment, bon, il y a plusieurs moments où les deux livres que vous avez écrits se chevauchent. Il y a une chose qu'ils ont bien sûr en commun, c'est la Bulgarie et l'histoire bulgare. Les Bulgares sont présents dans les deux livres et il y a un auteur que vous citez tous les deux à un moment ou à un autre. Et je me suis dit que j'allais le mentionner ici car il me semble très pertinent dans vos projets respectifs. C'est un poète qui a vécu de 1895 à 1925. Il s'agit de Gueomilev, qui vous offre une épigraphe. Au moment où vous parlez de l'histoire bulgare, il apparaît aussi. Pouvez-vous peut-être nous présenter ce poète, ce personnage, et nous dire pourquoi il a été si important, pourquoi il apparaît de cette manière dans votre livre? En fait, il apparaît dans votre livre. Pour moi, Gueomilev est un poète bulgare très important. Il est très européen. C'est le plus européen des poètes bulgares, d'une certaine manière. Mais moi, j'utilise un autre poète dans mon roman. Auden. Hugh Auden. Vous vous souviendrez de son poème 1er septembre 1939. Ce sentiment d'incertitude était très important au début de mon roman. Dans le pays du passé, le 1er septembre 1939, c'est la date la plus importante du XXe siècle. À ce jour, lorsque l'invasion russe en Ukraine a commencé, vous savez comment les choses se répètent. La guerre a commencé à 4 heures du matin. À 4h48, si vous vous souvenez bien. Et la Deuxième Guerre mondiale a commencé à exactement le même moment. L'invasion allemande en Pologne a eu lieu le 1er septembre 1939 à 4h48. C'est peut-être le moment où toutes les guerres commencent, d'un point de vue plus général, je ne sais pas.
Mais moi, j'ai commencé cela à cause de... Je me suis lancée avec Guillaume avec Auden. Mais ce que je souhaitais dire, c'était que les poètes attrapent l'anxiété dans l'air du temps. Guillaume était un poète symboliste. Il s'inscrit dans la tradition symboliste. Dans l'écho du lac, j'utilise un petit extrait de son journal de guerre de la Première Guerre mondiale. Il a passé des années sur le front macédonien, qui était le front le plus stratégique des Balkans. L'armée française était très présente là-bas, notamment l'armée orientale française, qui luttait aux côtés de l'armée bulgare. Et en fait, la montagne qui sépare les deux lacs à la surface de la planète, c'est là où l'on peut voir les restes des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'est assez extraordinaire. C'est là que l'armée bulgare a été confrontée à l'armée orientale française, qui était essentiellement composée de citoyens d'Afrique du Nord. Ça a duré 4 ans. Il y a eu non pas des combats actifs, mais une espèce d'impasse. Guillaume était là. Et il a dit que du côté français, les gens chantaient. Ils chantent la chanson de Solveig, mais il n'y a que du côté français qu'ils le font. Et donc moi, je voulais les rejoindre. Voilà les moments de la guerre qui m'intéressaient le plus dans le cadre de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale et dans le cadre de toutes les guerres qui s'en sont suivies, qui comportent des éléments intimes, indicibles. Et ma famille est l'une de ces histoires qui n'a pas été dite, avec ces guerres européennes qui reviennent et qui sont récurrentes. Oui, ça va au-delà de cela. Dans le cas de Milef, c'est quelqu'un qui a perdu un œil durant la Première Guerre mondiale, qui a été blessé à la tête. Il a été assassiné quelques années plus tard par des forces royalistes après des émeutes. Il a été enterré dans une fosse commune. Et des années plus tard, comme pas mal d'éléments du passé que l'on redécouvre, je ne connais pas toute l'histoire, mais quelques années plus tard, cette fosse commune a été retrouvée et à cause de son œil de verre, ils ont pu savoir qu'il avait été étranglé par les forces royalistes. Voilà encore un élément du passé qui revient dans toute sa clarté. Bon, ce n'est pas forcément un exemple très positif pour conclure, mais maintenant on a quelques minutes pour prendre des questions du public. Nous avons également des interprètes qui sont présents avec nous, donc n'hésitez pas à poser votre question en français si vous le souhaitez. Donnez juste suffisamment de temps aux auteurs pour qu'ils puissent mettre leur casque. Vous avez des questions? Sinon, j'avais quelque chose à dire. Allez-y. Merci bien. Je vais peut-être quand même poser ma question en anglais. I will ask my question. Je vais poser ma question en anglais à nos deux éminents auteurs. Je vais me présenter. Je suis un diplomate. Je représente la Bulgarie ici à Genève auprès des organisations internationales, notamment les Nations Unies. Et je suis vraiment ravie de voir deux auteurs bulgares contemporains qui sont si remarquables devant nous ici à Genève, tout près du lac Léman. En tant que diplomate, bien évidemment, je travaille sur les questions de frontières, sur les questions territoriales, les relations des gens de part et d'autre des frontières. Et vous, vous traitez de questions similaires, mais avec un prisme très différent. Kapka Kasabova
traite d'une certaine manière du démantèlement des frontières qui séparent l'existence culturelle, psychologique des gens, des nations. Dans son dernier roman, Georgi Gospodinov traite des limites temporelles et comment, par la fiction, ces frontières déplacent les limites géopolitiques. Dans vos œuvres les plus récentes, à tous les deux, vous traitez des effets de ces frontières sur le passé et sur le présent. Mais comme Kafka l'a dit, vos œuvres et leurs sources d'inspiration ont trait non seulement à vos perceptions et vos sentiments par rapport au passé et au présent, mais également vos prémonitions quant à l'avenir. Aussi, j'en viens à ma question. Que ressentez-vous sur la base de votre expérience? Je ne demande pas de prédiction, de prévision. Sur la base de votre expérience de l'écriture de l'histoire, que pensez-vous du passé et de l'avenir? Merci. Merci, c'est une super question. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre correctement. Vous savez que par le passé, on avait plus d'avenir que maintenant. L'avenir, à l'heure actuelle, est annulé d'une certaine manière. C'est le problème, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce roman, Le pays du passé. Car lorsque votre présent est caractérisé par l'anxiété, on n'a pas vraiment d'avenir. On doit se réfugier dans le passé, comme on se réfugie des bombes, devant les bombes. Alors, moi, je me suis dit qu'en écrivant mon roman, il fallait expliquer au jeune public ce qu'étaient les abris anti-bombes. Mais bon, maintenant, j'ai l'impression que les gens savent de quoi il s'agit et je crois que ça va être le mot de l'année. Maintenant, par rapport au passé, je ne sais pas si vous connaissez la tribu Aymara. C'est une tribu chilienne, je crois. Ils apparaissent dans mon roman, mais pour les Aymara, le passé est toujours devant soi, parce qu'on sait exactement ce qui s'est passé. Et l'avenir, l'avenir se trouve toujours derrière soi, parce qu'on ne le connaît pas. Il surgit. Et c'est un autre point de vue. On sait que notre point de vue est entièrement différent, mais on peut voir les choses de cette manière aussi. L'autre chose par rapport au passé, au présent, c'est regarder la Bible. Regardez la femme de Lot. C'est pas bien de se retourner sur son passé, parce que sinon vous deviendrez un pilier de sel. Alors, le passé peut donner lieu à pas mal d'interprétations différentes et il est bon d'avoir tous ces points de vue sur le passé et le présent et pas seulement notre point de vue d'Européens. Alors, je ne veux pas revivre le passé encore et encore. Le 24 février, lorsque tout a commencé, je dois vous avouer que j'ai ouvert mon laptop et dans Google, j'ai écrit « Que faire en cas d'utilisation des armes nucléaires ?»
Et en fait, ça fait partie de mes souvenirs d'enfant. Quand j'étais à l'école, ils nous expliquaient toutes les semaines, semaine après semaine, que faire si les Américains venaient et nous jetaient des bombes. Et la seule chose dont je me souvienne, alors je me souviens qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, hein. La seule chose que je me souvenais, c'était que je ne devais pas regarder directement le champignon de lumière parce que sinon, cela m'aveuglerait. Alors, moi, j'ai une fille qui a 14 ans et j'ai dû lui expliquer quelles étaient mes angoisses personnelles. Alors, c'est une angoisse. J'ai dû lui expliquer mes craintes, j'ai dû lui expliquer ce qu'était une arme nucléaire, un abri anti-bombe. Et voilà comment le passé revient bonté. Alors je ne sais pas s'il y a une bonne manière de présenter les choses. C'est la raison pour laquelle on écrit des histoires, des romans pour produire une mémoire et pour dire, ben voilà, ça c'est le passé. Je vivais dans le passé et moi je veux pas que le passé revienne. Voilà comment je vous répondrai. Oui, ce que vous dites me rappelle ce qu'a écrit Selma Freiberg, psychiatre américaine, pédopsychiatre, et je la cite dans mon livre. Elle a résumé le traumatisme en 3 mots. Répétition, répétition, répétition. Alors, lorsque nous assistons à une répétition du passé, avec des choses qui semblaient être dans notre rétroviseur, mais qui nous arrivent en face, et la guerre en Ukraine est de cet ordre-là, comme la guerre en Syrie du reste, eh bien, ça, c'est la résultante d'une chronologie traumatisante. Cette chronologie exige et se nourrit de répétitions, mais ce n'est pas le seul chronogramme possible. Je ne pense pas que l'avenir est annulé. Je crois qu'il nous arrive très vite. Et pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a un aspect collectif aussi. L'un des antidotes de ce malaise et cet état de traumatisme, c'est l'expérience personnelle, les rencontres directes. Et je ne pourrais pas écrire si je n'avais pas rencontré des lieux et des personnes et si je n'avais pas rencontré ma propre nature par ce biais. Je ne pourrais pas inventer des mémoires, des contenus, des idées toute seule. L'expérience est l'algorithme qui transforme le traumatisme et la douleur héritée en quelque chose de plus léger qui, de surcroît, nous montre la voie de l'avenir. Parce que je pense que le temps, ce temps est différent. Et il y a une attention, une bienveillance dans cette tentative de transformation. La création, l'écriture, c'est une réponse aussi. Oui, mais écrire des histoires, c'est important, mais écouter les histoires des autres, ça peut être une expérience directe aussi. Nous sommes des êtres vivants qui, si nous écoutons l'histoire racontée par un autre, ça peut être une expérience directe aussi. On a l'impression qu'il y a une certaine injustice et qu'il faudrait faire quelque chose. Donc, je pense que les histoires, c'est aussi une expérience directe. Et je l'écris dans le livre. Parfois, nous avons des mémoires de choses qui ne se sont jamais produites. Oui, c'est vrai. Nous nous souvenons de choses que nous avons lues et nous les transformons en expériences personnelles. Nous les
assimilons à nos propres souvenirs. Et je crois que cela fait partie du pouvoir de la littérature, ou devrais-je dire du storytelling. C'est important d'échanger des histoires, des récits. Et c'est très important pour les patients d'Alzheimer. Raconter des histoires rappelle des souvenirs aux autres qui, eux, peuvent raconter par la suite leur histoire. Oui, je pense qu'il y a un désir de transformation chez le lecteur. Lorsque je lis, je m'intéresse à la transformation et en tant qu'écrivain, j'ai ce même désir. Et sans cet aspect de transformation, nous trouvons inexorablement face à chaque fois à la répétition. Je pense que c'est à un niveau très intime que nous sommes transformés par l'expérience, non pas par une idée abstraite, par les réseaux sociaux. C'est l'expérience directe qui nous transforme. Sur cette jolie phrase, je vais répéter ce que j'ai dit au début de la séance. Ces livres merveilleux se trouvent à l'étage en anglais et en français. Si vous voulez donner votre soutien aux libraires indépendants, vous pouvez venir acheter un exemplaire, saluer les auteurs et leur demander de dédicacer le livre. Je crois que nous pouvons applaudir nos auteurs et merci d'être venus.